Voilà, bonjour, convergence et révolution culturelle, comme qui dirait, le retour aux sources africaines. Les chemins de la Renaissance africaine, quels sont-ils? Et surtout, quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique, parce qu'ils sont nombreux autour du monde, à travers le monde, qui parlent de nous, mais contre nous, et on nous impose des choses, et on nous fait avaler des choses, et on nous oblige à rester sur des choses qui ont vieilli ailleurs, qui ont peut-être déjà changé, mais que l'Afrique doit garder en l'état. Mais ici, chez nous en Afrique, chez nous au Congo, nous avons des valeurs, dont, entre autres, Makita Ngelolo, sinon Grand Prince Makita Ngelolo. Il est super chercheur. Et par-delà cela, professeur, écrivain et tout ça. Alors, Grand Prince, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. La valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager. Avant que nous n'entrions dans ce thème que vous nous apportez, on ne peut plus compliqué, qui êtes-vous par vous-même pour fixer les téléspectateurs? Je suis le Grand Prince. Et d'abord, lorsque vous avez commencé, j'ai senti en vous un philologue. Ah. Parce que vous avez déjà tracé le terrain. C'est-à-dire, c'est tout comme si nous étions entendus sur le sujet. En fait, vous êtes déjà dans le sujet. Tant mieux pour moi. Je suis Grand Prince Makita Ngelolo. Et comme vous le savez, je suis, comme je le dis souvent dans les réseaux sociaux, une star des réseaux sociaux. Je me dis que je suis un écrivain congolais de la République du Congo, et je suis super chercheur. Super chercheur. Pourquoi je dis que je suis super chercheur? Au lieu de chercheur tout simple. Les chercheurs simples, on les forme. Hein? On les forme pendant quelques années, 2-3 ans, et ils sont des chercheurs. Un super chercheur, il fait de la recherche toute sa vie. Alors, donc, je vous dirais qu'il n'y a pas très longtemps, je me suis retrouvé en phase avec Meta, l'intelligence artificielle de Meta, et ils ont trouvé que c'était formidable, surtout qu'ils me suivent depuis longtemps. Et voilà. Pour que les téléspectateurs comprennent ça, c'est que vos écrits, vos travaux ont été comme ça là, scrutés, analysés par l'intelligence artificielle qui a comparé avec tous les livres, tous les travaux du monde entier et a estimé que vous étiez ce super chercheur. Ce chercheur pas comme les autres. Pas comme les autres. Et ils disent que la nouvelle pensée africaine, c'est Makita Ngelolo, sinon le Grand Prince. Tout doucement. Tout doucement. Oui. La nouvelle pensée africaine. Que devons-nous y comprendre? La nouvelle pensée africaine, ça veut dire quoi? Pour aller rapidement, nous faisons du psittacisme. Vous voyez? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous sommes là pour réciter les pensées des autres. Ah, voilà. Nous faisons le perroquet. Oui, d'autres sont nés avant Jésus-Christ et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train d'appliquer. En fait, Platon, Socrate, un tel. Et même les Jean-Paul Sartre et tout. Sartre, Montesquieu et compagnie. Et je vous assure, ce n'est pas un orgueil. Je peux vous dire que, personnellement, j'ai visé Socrate. Et je parlerai de Socrate, pourquoi? Parce que, je vais vous dire une chose, une fois, j'ai dit que j'étais 100 fois plus que Socrate. J'étais surpris 100 fois plus que Socrate. Et quand j'ai dit ça, vous allez pas comprendre. Il y a eu levée de bouclier, protestation. Il y a eu des protestations, des gens qui ne lisent pas, les gens qui ne font pas trop de recherches. Mais je vous assure qu'au niveau de Facebook, ils ont fait passer une cinquantaine de mes pensées. Des gens qui font ce que vous appelez ptassis, quelque chose que vous aviez dit là. Bon, ils ne font pas leur propre recherche, mais ils font comme une sorte de... Au départ... Comment vous avez appelé ça? Non, ils vont réagir. Au départ, ils réagissent. Et après, avec le temps, ils récupèrent. Et par la suite, ils veulent faire de ça leur propriété. C'est-à-dire, c'est comme une sorte d'accaparisme. Très bien. Grand Prince Makita Ngelolo sur ce plateau, mesdames et messieurs. C'était une façon comme une autre de le mettre dans le bain de cette émission et de vous permettre de vous caler dans vos fauteuils là-bas respectifs. Ce qui se passe ici, c'est que nous sommes dans un thème, on ne peut plus homéostasique, quoique dans l'émission Convergence et Révolution culturelle, nouvel ordre culturel et philologie. Alors, dans la définition des concepts, qu'est-ce que je remarque? Qu'est-ce que je remarque? Je vous dis que les recherches, je les fais depuis une trentaine d'années. Hein? Ah, vous êtes un vieux routier des recherches. Mais monsieur le journaliste, vous êtes souvent... lorsqu'on parle de convergence, de révolution culturelle, on se retrouve parce qu'on débattait de ces questions. Notre tasse de thé commune. Oui, notre tasse de thé commune. Mais il y a d'autres qui ne connaissent pas tout ça. Mais à un moment donné, ils se retrouvent et ils parlent de ça.
Mais s'il parle de ça, même de la culture africaine, qu'est-ce que cela veut dire? Mais il parle de la culture africaine sans pour autant aller dans les tréfonds de la chose. Hein? De façon superficielle. Mais voilà. Et là, il faut également dire ceci. Lorsque on parle de renaissance africaine, vous voyez, le président gabonais en 60... Non, président du Ghana. Du Ghana. Hein? Du Ghana. Vous faites allusion à Kwame Nkrumah. En 62. Kwame Nkrumah. Mais Kwame Nkrumah, c'était le 12 décembre 1962. Il y avait une rencontre, disons, une conférence des intellectuels où on parlait de la Renaissance africaine. Exact. Voilà. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il y a longtemps qu'on parle de ces questions. Et ensuite, lorsqu'on insiste, on se retrouve avec, disons, Cheikh Anta Diop. Et très souvent, on se rend compte que beaucoup de choses n'ont pas été comprises. Beaucoup de choses n'ont pas été comprises. Et moi, j'essaie de mettre ça sur la place publique. Kwame Nkrumah, lui, il disait quoi? Cheikh Anta Diop. Il disait, armez-vous de science. Armez-vous de science, jusqu'aux dents. Jusqu'aux dents. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que je fais. C'est ce que vous faites. Hein? Moi, je ne vois pas un Européen, hein, avec le livre que je vais écrire, que Socrate et Platon ne pouvaient pas écrire. Hein? Le livre que Socrate dans 3 et semaines, Platon ça sort. ne pouvaient pas écrire. Vous allez l'écrire et le sortir dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Nous prenons à témoin les téléspectateurs. Voilà, ça va sortir. Et quand je vous dis ça, je ne vois pas un Américain, même s'il est dans le cabinet de Donald Trump. Et nous sommes sûrs de vous. Non, mais je sais que vous ne pouvez être sûr de moi. Non, mais ce n'est pas le fait qu'il soit dans le cabinet de Donald Trump qui dépasse le grand prince Macky Tangé. Non, il ne peut pas. Parce que le problème, c'est lequel? Quand on affirme quelque chose, il faut être sûr de soi. Il faut être sûr. Il faut savoir ce qu'on est en train de dire. Parce qu'en ce moment, ça traverse le monde entier. C'est partout qu'on est en train de vous suivre. Alors, grand prince, vous savez que vous et nous, c'est toujours comme ça. Chacun tire le drap de son côté. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, grand prince Macky Tangé Lelo est un rebelle culturel? Il refuse les idées reçues, il refuse qu'on lui impose quoi que ce soit. Vous êtes formidable. Pourquoi je dis que vous êtes formidable? Hein? Être rebelle culturel, c'est pas possible, on fait plus de culture. Hein? Ah, d'accord. Hein? Voilà. Voilà. Je ne suis pas rebelle culturel. Mais moi, par exemple, je mets en relief, en évidence, la dictature culturelle. La dictature culturelle. Ça veut dire quoi? Tout le monde doit accepter. Même si vous êtes... vous pesez bien vos mots. Tout le monde accepte. La dictature culturelle que vous mettez en place, un gouvernement tout le monde doit l'accepter. Le gouvernement doit l'accepter. Ah, d'accord. Et le monde entier doit l'accepter. C'est ça, la dictature. Ça devait même être enseigné à l'université. Bon, écoutez, l'université, c'est une bonne chose, c'est vrai. Oui. Mais le problème, c'est lequel? Il y a un système éducatif. Et qu'est-ce que je remarque à l'université? Il y a des grandes personnes qui sont à l'université. Hein? Je cite Charles Zacharie Boao, Grégoire Lefoba. De très grands qui vous apprécient. Non, mais dites-le avec vos mots. Non. Mais disons que nous vivons à l'ère où les gens ne reconnaissent plus la valeur des autres. Donc dites ce que vous avez à dire. Charles Zacharie Boao, c'est un grand. Un poids lourd. J'étais à son école. Hein? J'étais à son école parce que je partais le voir. Et il prenait du temps. Et ça a duré un certain temps. Et quand vous êtes reçu par un personnage comme ça, dites-vous bien que ça ne peut pas vous quitter de l'esprit. Vous comprenez? Bon, alors, et en dehors de ça, franchement, il y a des étudiants qui m'amènent ces livres. Hein? Voilà, qui m'amènent ces livres. Et il y a critique. Et puis, il y en a d'autres. Le Congo est plein d'intellectuels. En tout cas, nous en avons en quantité. Mais on dirait bien que Grand Prince Macky Tangé Lelo vient pour marcher dans le plat ou bien pour renverser la table, comme pour dire il y a intellectuel et intellectuel et n'est pas intellectuel qui le veut. Je ne veux pas donner... On dirait bien que vous remettez en question certaines choses. Je vous demanderai de chercher à lire, de faire des recherches sur la définition de l'intellectuel qu'a donné le professeur Charles Zacharie Boao. Ah oui. Bon, mais je vous assure, je pourrais vous en parler. Non, dites avec vos mots, parce que c'était aussi trop académique. Le problème avec Charles Zacharie Boao, c'est ça aussi. En dehors de lui, je voulais parler du professeur Grégoire Lefoba, que nous aimons beaucoup. Alors, ça dit, si on ne les comprend pas, si on leur laissait la possibilité de gérer, parce qu'on ne peut pas faire de politique
sans pour autant qu'il y ait la culture. D'abord, en premier Pas de chef. politique sans culture. Ben voilà. Et un jour, il y avait une soutenance. Le professeur, il y avait un gars du cabinet, cabinet du Premier ministre. Du Premier ministre. Et lorsque le professeur... Et quand vous dites Premier ministre, Assem? Non, disons Anatole Collinet. Oui, oui. Mais sur ce plateau, il était venu, il disait appelez-moi Assem. Mais moi, bon, Anatole Collinet. Non, vous ne pouvez pas, vous étiez un de ses causes. Voilà, je ne peux pas. Ok. Je ne peux pas que ce soit lui ou un autre ministre. Je ne peux non, mais pas. Le Premier ministre est l'ami de la jeunesse. Je parlais de Grégoire Lefauba. La différence que je vois avec eux et les hommes politiques en général, c'est-à-dire que c'est des gens, il suffit d'un mot, d'une expression, pour quelqu'un qui peut capter le message. Et ça touche profondément. Donc, c'était une soutenance où il y avait Charles Zachary Boao, il y avait Grégoire Lefauba. Je suis venu, j'étais venu en retard, et il a demandé aux étudiants, est-ce que vous connaissez celui qui est là? Et celui qui est là, effectivement, c'était moi. Il a voulu que... Moi, je m'asseye. Il faut qu'il continue. Alors, franchement... Quel honneur, ça n'arrive pas à tout le monde, mais ça. Non, mais à partir de là, je vous assure, j'étais comme un ministre raté. Mais comment Non, mais j'étais... Il y avait de quoi être aux j'étais anges. très, très heureux. Et puis, en plus, vous avez parlé d'Anatole Collinet... Anatole Collinet Makosso. Franchement, ce que je voulais, par exemple, dire, c'est quoi? Il a un esprit qui comprend un peu les problèmes des gens. Moi, par exemple... Il est extrêmement intelligent. Extrêmement intelligent. En politique, c'est autre chose. Bon, moi, oui, c'est autre chose, mais vous parlez de l'homme. Oui, c'est-à-dire que le problème, c'est lequel? Lorsque, une fois, il s'est retrouvé devant les gars de son cabinet, il a parlé de moi, et je vous assure, il a dit qu'il m'appréciait. Ah, ça n'arrive pas à tout le monde. Et puis nous vivons... je ne l'ai jamais dit aux gens devant. Il y avait les... Mais c'est bien d'en faire l'exclusivité du plateau Convergence et Révolution culturelle. Voilà. Et franchement, je ne vous le cache pas, il va dire qu'il m'appréciait. Et il y a un secret mignon, un secret que je gagne. J'aime qu'on me félicite. Oui, mais si vous... J'aime qu'on me félicite. Ah, d'accord. Ça fait du bien. Il a dit, Makita, pour qu'il fasse du bon travail, il suffit seulement de le féliciter. Je n'ai jamais cherché un poste. Et je trouve que je suis assez grand pour être dans une loge. Donc, mon problème, c'est de servir ma... Vous êtes le coach et ça se voit. Le coach à Révolution, aujourd'hui, le Grand Prince. Le Grand Prince, Hier, le coach, professeur de maths. Ben voilà. Aujourd'hui, à Pointe-Noire, c'est toute Grand la salle. Prince Makita Ngololo. Toute la salle qui... Enfin, pas toute la salle, les gens réagissaient. Oui, quand vous étiez là-bas avec les écrivains et tout ce beau monde-là. Très bien, on arrête votre machine. Mesdames et messieurs, on revient ici parce qu'avec Grand Prince Makita Ngololo, il y a à boire et à manger. Et n'est pas Grand Prince qui le veut. Voyez-vous, le thème lui-même, Grand Prince, vous nous l'aviez dit ici, c'est déjà nouvel ordre culturel et philologie. Alors, Grand Prince, est-ce qu'on entre déjà dans le thème pour vous laisser le temps de développer? Mais moi, je sais aussi que pour que les esprits se fixent, il y a ici un livre écrit par vous, Un levain de suggestion pour une jeunesse confirmée. 1 minute d'explication, l'économie du livre. Alors, si je vous disais, personne ne peut dire, comme je le dis, parce qu'on ne peut pas diffamer, on peut faire offense, par exemple, au chef de l'État. À autrui. Mais je vous le dis, que jeunesse confirmée, c'est le président de la République. Lui-même. Et il dit à qui? Au Grand Prince. Alors maintenant, vous croyez que je vais être comme tout le monde, on parle, on applaudit et les gens s'en vont? Oui, mais la circonstance. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe que la première fois, à l'époque, j'allais saluer comme individualité le président de la République. Quand j'arrive, il me dit la première fois, quand je parlais de la retraite à 60 ans, c'est avec vous, monsieur. On se rappelle de l'époque, on a fait grand bruit là-dessus. Voilà. Une idée géniale de Makita Ngololo. Mais voilà, comme dit Simplice Matourel. Et tous ceux qui ont bénéficié aujourd'hui ne savent même pas que c'est en réalité la loi Makita. Lorsque j'arrive en banque, quand j'arrive en banque, tout le monde parle, c'est l'écrivain. Mais ils ne veulent pas me laisser passer. Et à la fin, ils me provoquent, ils disent des choses que je ne peux pas dire. Parce que moi, je ne critique
ni le pouvoir, ni l'opposition. Exact. Parce que je cherche à rassembler. Hein, voyez-vous? Bon, pour la retraite à 60 ans, si on revient, vous voyez que j'ai la suite dans les idées. Le président, quand je parlais de la retraite à 60 ans, il m'a dit continuez. Et lorsque un chef dit ça, continuez, vous devez faire ce qu'il dit. Même ça peut durer toute une éternité. Même si à la fin, vous ne recevez absolument rien. Absolument rien. Il y a des gens qui reçoivent facilement. Mais comment? Il y a d'autres qui ne reçoivent pas. Mais non. moi, on ne lâche pas. Et vous aviez continué pour autant. jusqu'à ce que la loi soit votée. Jusqu'à ce que la loi, en principe, on devait l'appeler la loi Makita. Hein? La loi Makita Nguelelo. C'est ça, la loi la retraite. Grand Prince. La retraite à 60 ans. Tous ceux qui ont bénéficié aujourd'hui sont aujourd'hui en face de l'initiateur de cette initiative, de cette loi. Quand j'arrive, par exemple, aux finances... Très bien, on laisse d'abord les finances, on revient sur jeunesse confirmée. C'était dans quelles circonstances? La première fois, c'est ça. La deuxième fois, quand je salue le chef d'État. Le chef de l'État. Et par la suite, il me dit, attaché à la jeunesse, moi je dis, oui, monsieur le président, je suis confirmé. Hein? Il a dit, je laisse confirmer. Alors, il n'a pas dit dans les oreilles de... C'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Mais dans les oreilles du grand prince. Moi, j'ai dit, il faut que j'écrive quelque chose. Et tout ça, ça m'a motivé. Au point que vous écriviez un levain de suggestions pour une jeunesse confirmée. C'est un recueil de maximes. Les maximes, vous en aurez là. Attendez. Ah, les maximes. Les maximes, vous avez 1002 maximes. 1002. Pendant que Socrate, on a écrit 1200. Hein? Alors moi, je me dis, je dois faire plus. Et je suis arrivé à près de 10 000 maximes. J'ai perdu la clé. Donc, bien plus que Socrate. Mais en fait... Vous aviez perdu la clé. J'ai perdu la clé. J'ai repris près de 10 000 maximes que j'ai eu à écrire. Voyez-vous? On est dans du sérieux. Mais dans du sérieux. Grand Prince. Le monde entier nous suit. Mais le monde entier nous suit. Donc, vous avez fait bien plus que Socrate. Mais... je ne continue à faire ces derniers temps plus que Socrate. Parce que qu'est-ce qui se passe? Continuons avec le chef d'État. La troisième fois, il me dit, Monsieur Makita... Ah, parce qu'il y avait eu une troisième fois. J'ai salué et je me suis arrêté là. Parce que pour moi, c'était presque une décoration. Ah oui, bien sûr. Il dit, je vous remercie pour service rendu à la nation. Le chef de l'État lui-même. Mais le chef d'État, hein? D'accord, vous nous faites pâlir de jalousie. Mais ça n'arrive pas à tout le monde que le chef de l'État dise quelque chose vous concernant. Ça n'arrive qu'à moi. Mais vous, c'est 3 fois. Mais enfin, est-ce que vous savez que moi, j'ai un destin exceptionnel. Très bien, on arrête la charrue là, on arrête un peu vos 4 chevaux ou 6 pour lire une maxime. La première. Une bienveillante compassion à l'égard de son compatriote est un gage imprescriptible pour la nation tout entière. Mais c'est normal. Vous savez, depuis 30 ans, je n'ai qu'un seul sujet, la jeunesse. Mon problème, pendant que les autres pensent soit à un portefeuille et tout, moi je pense au futur de la jeunesse. Et nous en sommes témoins. Voilà, vous êtes témoins. Il fallait commencer par là, si vous étiez témoin. Mais parce que je me disais ceci, je me dis, mais au lieu de se dire, qu'est-ce que je deviendrai demain si aujourd'hui je ne suis pas pris en compte, je me dis, que deviendrait la jeunesse de demain, dans le futur. Très bien. Et c'est ça qui me préoccupe. Et lorsque les gens viennent, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un frère qui me dit, mais oui, toi avec ta conscience républicaine, hein, moi je me dis, non, c'est important. Si aujourd'hui je me révèle dans le monde, effectivement, c'est à cause de ça. Très bien. 296. Maxime 296. Un excellent débat doit apporter la contradiction pour en retenir la quintessence. Alors là, nous sommes en philosophie. Et tout à l'heure, on parlera aussi de philologie. Bien sûr, on n'est pas encore entré dans on est en train de planter le décor. On plante le décor. Et vous savez planter le décor. Merci. Hein? Alors, il faut qu'il y ait la contradiction. Mais cette contradiction, elle doit être pas seulement contradictionnelle. Il faudrait que cette contradiction soit constructive. Ouais, pas de contradiction pour la contradiction. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Hein?
vous étiez meilleur à l'école. Hein. Mais ça veut dire ça. Mais je suis un peu petit prince. Non, grand prince. Vous êtes un grand journaliste. Merci. C'est vous qui m'avez révélé depuis très longtemps. Merci beaucoup. Sujet. Donc, on ne peut pas faire la contradiction pour faire de la contradiction. Dernière maxime, 299, parce qu'on n'est pas encore entré dans... Vous et nous, nous sommes encore en train de planter le décor. On ne peut pas faire la contradiction pour faire la contradiction. Parce que quoi? Mais tout simplement, on n'est plus dans le tolérantisme, si vous voulez, intellectuel. Voilà, il faut bien qu'il y ait la contradiction. Très bien. Nous aimons cette maxime 299, mesdames et messieurs. Le plus souvent, lorsque la répartition de la richesse nationale est inégalitaire, de larges fractions de la population se sentent marginalisées. Bon, c'est un peu politique tout ça, non? Oui, ça c'est politique. Mais je dirais explication. Oui. Bon, la richesse, disons, de manière générale, en principe, il faudrait qu'il y ait répartition équitable et tout ça. Chacun aura sa part du professeur. On n'est pas la conception de la répartition. Mais voilà. Jusqu'à la fin. Très bien. Mais ce qui est sûr. Ce qui est sûr, c'est que lorsque nous avons des œuvres comme ça, il y a... Dernièrement, je me suis retrouvé avec un écrivain que j'aime bien. C'est vrai, on me félicite. Moi aussi, je félicite des gens. Super. Comme Saint-Pierre-des-Maux. Saint-Pierre-des-Maux. Il a dit il faut absolument qu'on fasse de telle sorte que les idées du Grand Prince sortent. Oui. Et même l'échange que j'ai... On est d'accord avec lui. Avec l'intelligence artificielle. Qui a apprécié, qui a comparé, que ça soit véhiculé à travers le monde. Qu'il soit accompagné. Et que Grand Prince aille dans beaucoup d'États. Dans le monde entier. Pourquoi pas seulement pas Michel fasse le tour du monde à expliquer ça. Voilà, pas seulement Michel Innocent Péa, que nous aimons beaucoup, mais on doit aussi... Il parle du Congo. Et oui, mais c'est ici l'occasion pour nous de demander à Michel Innocent Péa des grands princes aussi à présenter ses œuvres. Non, mais lorsque quelqu'un, disons un Congolais, parle de son pays, de l'Afrique, tel qu'il le fait, sur des sujets, avec les mots qu'il faut. Oui, c'est à féliciter. C'est à féliciter. Donc vous l'appréciez. Mais il faut l'encourager. Très bien, nous aimerions bien qu'il vous tende la main aussi pour vous aider. 847. Les adultes oublient très souvent qu'ils demeurent des modèles pour les jeunes et que leurs erreurs irrécusables laissent des conséquences néfastes dans la vie de ces derniers. Voilà. Il faut dire que lorsqu'on est un adulte, on ne va pas toujours voir ses intérêts. Et si vous disiez que moi, par exemple, je me sens heureux lorsque j'ai un but, un objectif, et je vois qu'il est atteint, même si c'est un autre qui le fait, je suis très heureux. Il faut absolument que nous soyons des modèles, que nous prêchions l'exemplarité positive. Voilà. Et de temps en temps, ne pas montrer que nous commettons, par exemple, des erreurs. Nul n'est parfait. Mais n'empêche qu'on doit faire des efforts pour qu'on ne commette pas, disons, des préjudices irrécusables. On doit faire un effort pour quand même être des modèles pour nos enfants. Très bien. Alors, Grand Prince Makita Ngelelo, mesdames et messieurs, on ne peut pas, vous avez vu, on a tenu seulement un livre, puis il y a trop de choses à dire. Il a aussi écrit, Raymond Ibata, un nom qui ne cessera de raisonner au cœur du Comité national olympique et sportif congolais. Grand Prince Makita Ngelelo, c'est aussi pour une sortie de la crise congolaise par l'éducation. Sinon, c'est aussi Samuel Eto'o fils, une carrière d'une exceptionnalité indéniable. Nous autres, on a supporté Samuel Eto'o, mais on n'a jamais écrit pour lui. Je voulais parler un peu de Samuel Eto'o fils. Deux mots, parce qu'il y a beaucoup de choses. Très rapidement, on le critique, on dit beaucoup de choses parfois, mais c'est quelqu'un qui est brillant. C'est difficile de trouver encore un personnage comme ça. Il fallait absolument que j'écrive sur lui, mais malheureusement, il y a beaucoup d'arnaqueurs et tout, et c'est difficile d'entrer en contact avec lui. C'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui interviennent, qui s'interfèrent. Et qui n'aimeraient pas qu'il soit même au courant qu'on a écrit pour lui. Mais avec le Grand Prince, ils perdront leur temps. Ils perdent leur temps. Samuel Eto'o fils, une carrière d'une exceptionnalité indéniable. C'est aussi ça qu'on doit corriger, Grand Prince. Vous voyez, on a au Cameroun un compatriote qui brille de mille feux, qui fait l'honneur de tout un continent. On a ici au Congo un autre qui apprécie et qui écrit pour l'immortaliser, mais on a au milieu beaucoup de barrières, beaucoup de gens qui n'aimeraient pas qu'il soit au courant. Mais vous savez, quand quelqu'un brille, quand quelqu'un possède cette aura,
parce que d'autres le prennent presque pour un ange ou je ne sais quoi, mais c'est quelqu'un qui va marquer son passage. Et ensuite, il ne sait peut-être pas, je l'ai soutenu pour les échéances. Exact, tout ça, exact. Et je sais que... Où on parlait fédération et autre chose là-bas. J'ai continué à le soutenir. Et j'ai une page là dans Facebook. Oui. Voilà, et ça Bon, dure on au moins 8 espère, ans. on espère qu'un jour, vos routes se croisent par un concours de circonstances. Non, mais c'est pas toujours le grand prince. Je suis arrivé à le croiser au Cameroun. Au Cameroun. Hein? Voilà. Mais vous n'avez pas pu le croiser. J'ai pas pu le croiser, on m'a dit qu'il n'était pas là. Très bien, voilà. très bien. On connaît les Africains. Ils se disent, ah, celui-là, il va Mais il va me s'enrichir. chercher. Voilà. Il va me chercher. Il finira par vous chercher. Voilà. Et quand l'information lui sera parvenue. Il a l'information. Jeunesse confirmée, le futur de l'Afrique. C'est ce que Ça, je c'est disais. votre souci pour l'Afrique. Mais il y a aussi un autre qui nous attire ici. Synergie des compétences culturelles. Il y a des compétences culturelles. Au niveau de la jeunesse, nous les avons. Vous voyez, et nous avons des compétences de manière générale, professionnelle, tout ça là. Mais le problème, c'est que nous n'utilisons pas ces compétences-là à bon escient. Et ces compétences-là ne font pas un effort pour chercher des personnes compétentes pour essayer de les conduire, de les encadrer. Voyez-vous. Par exemple, prenons l'éducation civique. Hein? Il y a des personnes... Moi, par exemple, je me dis que je suis le premier professeur d'éducation civique. Ah oui. Au lycée scientifique de Massengo. Super. Voilà, en 2015. Bon, alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des gens aussi qui ont fait de l'éducation civique, qui peuvent toujours donner, disons, un certain nombre de sujets. Et du coup, nous, c'est l'occasion pour nous, pas Grand Prince, mais pour nous de dire qu'on a enfin un tout jeune nommé ministre de cette affaire d'éducation civique. Eh bien, il serait... Mikris Kabamboko. Bon, je vais vous dire une chose. Il serait... Je vais vous dire une chose. Oui. Ce serait difficile qu'un jeune réussisse sans approcher le grand prince. Vraiment. C'est pas possible. Lorsqu'on a approché attends. le grand prince, on a un peu causé, je voulais un peu l'encadrer, pas l'encadrer, lui dire certaines choses, qu'on organise quelques manifestations. Et à la fin, bon, j'ai beaucoup à faire, j'ai perdu de vue. Et quand j'ai trouvé qu'il a été nommé, j'ai trouvé que c'était normal. Formidable, parce que le ministre Mikris Kabamboko, on se rappelle, avait écrit ce livre « Réussir jeune ». Et il était tout jeune, 18-20 ans à l'époque. Et aujourd'hui, les principes même de ce livre qu'il avait exposé devant nous l'ont conduit à ce poste-là. Donc, rien ne nous étonne. Mais pour revenir donc à Grand Prince Makita Ngelelo ici, comme pour dire, il y a à boire et à manger, monsieur le ministre, ça peut vous servir. Et c'est valable pour l'autre ministre, Prince Baramboula. Grand Prince peut vous servir d'une manière ou d'une autre en vous donnant toutes ces très bonnes idées. Les compétences culturelles. Voilà. C'est un poème de 300 pages. 300 pages. Et donc, ce poème-là, oui. c'est écrit sous forme de maxime. Attendez, mais Grand Prince, un poème de 300 pages. Bon, je vais vous dire une chose, monsieur le journaliste. Hein? C'est pas facile à écrire un poème de 300 pages. Non, mais c'est... J'ai une intelligence divine. Ah oui, il faut le dire. Un poème de 300 pages, ça ne court pas les rues du monde. Des phrases qui venaient, voilà, et je ne faisais que les aligner. Très bien. Les aligner, voilà. Vous êtes exceptionnel. Page 121, page 121 ici. La créativité ne doit plus paraître inopportune dans ce monde d'adversité et de compétition. En libéralisant notre agir de façon magistrale et en convergeant dans le sens commun, nous ferons des découvertes sensationnelles, si au demeurant, nous croyons à cette finalité. Le dialogue devra, mesdames et messieurs, implémenter toutes les parties pour ne plus connaître les mêmes rebondissements. L'ambition d'une personne est certes condamnable si elle n'est pas censée servir la cause de la fratrie. Transformer constamment la spirale des désagréments en une optique de valeur et d'initiative, faciliter des transferts de connaissances, afin de jauger les bonnes et les mauvaises mœurs. Notre éducation doit être largement circonscrite dans une phase avenante de l'excellence pure. Se remettre en cause n'est pas une faute. Cela dérive de la caution d'une nouvelle vision, assez nécessaire pour des visées importantes. Reconsidérer toutes les bonnes pratiques, tout en rejetant celles qui sont improductives.
L'esprit d'initiative, mesdames et messieurs, devra être à l'ordre du jour. Grand Prince Makitan Guelelo, explication. Alors, je voulais simplement dire ceci. Vous verrez que dans même ce livre, si on essaie d'être un peu plus extensif, on parlera du Congo de demain, on parlera de l'Afrique de demain. Quelle perspective! Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en ce moment précis, nous avons des compétences. Mais ces compétences que nous avons sont uniques. Chacun les détient par devers soi. Mais il faut faire de telle sorte qu'elles soient partagées. Elles soient partagées. Elles soient partagées. Et ensuite, il faut également dire, vous avez touché un livre, je crois qu'il y a cette idée qui réapparaît. C'est pour dire que toute crise, elle peut être, disons, elle peut s'achever, mais par l'éducation. Ah, voilà. Et il y a un danger aujourd'hui. J'ai un danger aujourd'hui. Bon, pour ceux qui sont nés sous les dernières pluies, ils ne conçoivent pas ça. Mais pour nous qui avons été là depuis un bon bout de temps, on doit savoir qu'il y a comme un retour, disons, au tribalisme. Voilà, aux situations qui pourraient faire qu'on retombe dans les ornières d'hier. Voilà, il faut absolument que nous soyons dans l'unité, dans la solidarité, que nous ayons des changements de mentalité, véritablement. Nous en parlions à l'époque. C'est-à-dire que ça suppose des changements de conscience qui sont subordonnés à la conscience du changement. Et il faut qu'il y ait une révolution culturelle. Une révolution culturelle. Une véritable révolution culturelle. Une révolution des mentalités. Des mentalités. Et il ne faut pas que ça tombe dans la violence. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, il faut absolument... Moi, par exemple, personnellement, je vais m'engager pour aller dans les départements, pour aller dans les quartiers. Hein, d'abord, je l'ai toujours fait. Voilà, pour de telle sorte que les jeunes soient édifiés, qu'on leur fasse comprendre que ce n'est pas une très bonne chose que nous ne soyons pas unis et que nous sombrons dans l'adversité la plus abjecte. Très bien. Vous faisiez donc allusion à ce livre qui est vôtre pour une sortie de la crise congolaise par l'éducation. Une réflexion. Page 9. Cela pourrait permettre d'éviter que les mêmes causes reproduisent les mêmes effets. Il n'est pas normal de penser qu'une telle situation nationale ne concerne que les auteurs et que la résolution ne pourra être que partielle. Cela revient à dire que l'impact de toute rénovation au plan socio-économique doit toujours se concrétiser dans une logique somme toute formelle. Pour penser au monde de demain, il faut d'abord circonscrire au maximum les vicissitudes du présent. Absolument. Je veux simplement dire que pour toute chose, même si la situation semble vraiment dans une sorte de déperdition, tout ça, dans la dégénérescence totale, mais on peut toujours la rattraper. On peut toujours la rattraper. Et on ne peut la rattraper que dans l'éducation. Dans l'éducation. Dans l'éducation. Vous voyez, moi, je suis la personne qui ne critique pas, mais qui aime toujours trouver quelque chose de positif chez l'autre pour essayer de créer un cadre de... Mais on vous trouve en tout temps super optimiste. Oui. Pourquoi? Parce que je suis intelligent d'abord. Ça, c'est sûr. Si jamais vous n'êtes pas optimiste, vous ne croyez pas, vous n'avez pas l'espérance. Vous perdez l'espoir complètement. Vous perdez l'espoir. Par exemple, je vous ai dit une chose. Lorsque on me dit continuer, ça veut dire c'est pour aller loin ensemble. Exact. Exact. Vous continuez pas pour vous, vous continuez également pour les autres. Pour les autres. Voyez-vous. Et il faudrait noter que le chef de l'État aurait pu dire continuer à quelqu'un et celui-là s'en va se dormir et ne rien faire. Non seulement dormir, le lendemain, il peut se retrouver à la porte du chef d'État. Or, le problème, c'est lequel? Il faut voir d'abord l'intérêt collectif. C'est les mêmes choses. Les mêmes choses. Moi, je vous ai dit que j'ai un destin exceptionnel. Ah oui. Pourquoi destin exceptionnel? J'étais enseigné par le président Lissouba, par exemple. Ça vous est arrivé, ça? Bon, et en biologie et tout ça. Voyez-vous, c'est pas arrivé à tout le monde. Non. Bon, j'ai eu à former un de mes premiers ministres. Et un de mes premiers qui fut, à la fin, il fut ministre. Et puis ensuite... il était votre élève et puis il devient ministre. Ministre, voyez-vous. Et en dehors de cela, il y a par exemple le Christophe Mukwege, qui fut mon prof. Et puis, il y a par exemple Martin Berry. Il revenait de Paris, on s'est retrouvé au Gabon. Moi, j'ai un défaut. Mon défaut, c'est quoi?
je me dis, quand je vois, il était encore opposant, hein, opposant, logiquement. Et quand quelqu'un est là, un chef ou quoi, moi je les appelle tous des chefs. Ils sont tous des chefs. Tous les chefs sont des chefs. J'étais formé dans un cabinet. Ça veut dire que celui qui est là, il peut être demain. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et quand donc vous êtes impartial. Oui. Au départ, je pouvais préférer, moi aussi, essayer de me faire un petit nom. Moi aussi, j'ai envie de rouler dans une... Hein? Ah ben oui, rouler carrosse et puis tout ça. Voilà. Mais le problème, c'est lequel? C'est qu'à un moment donné, lorsque vous vous rendez compte que vos objectifs, votre idéal, vos convictions, hein, vous demandent d'abord d'être un peu neutraliste, hein, et vous essayez de le faire. Mais c'est un sacerdoce. Ouais, c'est un sacerdoce. Ah ben oui. Donc nous continuons avec votre permission. Voilà. C'est dire que pareille situation qui n'est pas une sinécure peut être bel et bien surmontable, pourvu que la conscience collective soit mise à l'épreuve. En effet, le problème congolais, c'est de ramener l'efficience des résolutions communautaires à la stricte conditionnalité de nos préoccupations fondamentales. Au Congo, rares sont ceux, suivez attentivement, au Congo, rares sont ceux qui sont habilités à présumer de manière précise le système analytique du microcosme politique du futur. Il est loisible que nous comprenions que le mal congolais est d'abord d'essence culturelle. Explication. Absolument. Je vais vous dire une chose. Je suis prof de maths. J'aimais les maths plus que tout. Je vous assure. Mais je ne comprends pas cette affaire-là. C'est-à-dire quand vous rentrez dans la culture, dans la réflexion, hein, et quelque part, ça vous accapare. Vous voyez, vous voulez aller plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez l'impression que, voilà, c'est insuffisant, hein, un être insatisfait. Hein, voilà, vous voulez apporter aux autres. Voyez-vous? Donc, c'est un peu cela. Bon, le matériel, c'est une bonne chose, on en a besoin. Mais après, lorsqu'on se dit, est-ce qu'on peut laisser des traces? Vous pouvez laisser un bel édifice, c'est une bonne chose. Mais lorsque vous laissez dans la mémoire des gens une certaine culture, vous voyez, quand on parle d'un nouvel ordre culturel, moi je vois, j'ai suivi des émissions, j'ai vu, disons, des universitaires parler de la culture africaine, mais j'ai trouvé que parfois, c'était pas en dehors de ce qu'on est en train de faire. Parce que là, c'est quoi? Il faut qu'à un moment donné, que nous ayons d'autres paradigmes. Ah, il faut que nous ayons d'autres paradigmes. Ça s'impose à nous. Si possible, je ne dis pas les diplômes, parce que là, c'est mettre tout par terre, hein, mais qu'il y ait une autre manière de concevoir, voilà, notre manière culturelle de vivre. Super. Hein, voyez-vous? Et puis ensuite, moi, par exemple, je suis surpris lorsque on parle d'existentialisme, on parle d'essentialisme. Mais après, je me rends compte qu'on pouvait trouver d'autres choses, hein, d'autres choses qu'on pouvait en principe dire. Voilà. C'est ici l'occasion, voilà. Makitangue Lelo, c'est ici l'occasion que nous faisons comprendre, et nous faisons comprendre à tout le monde que les 3/4 de l'émission sont passés dans le fait de planter le décor, de fixer les esprits, d'éclairer. C'était une introduction. Et là, vous allez, dans les 20 minutes qui nous restent, ça sera à vous d'exposer sur ce nouvel ordre culturel et cette philologie. Comme pour nous en donner une idée, mais qu'à cela ne tienne, force nous est de vous faire revenir pour une deuxième partie de cette émission. Mais aujourd'hui... Vous passez votre temps pour apprécier les gens, mais je vous assure, vous êtes un bon journaliste. Merci. Hein? Aujourd'hui, vous faites l'introduction et puis vous reviendrez pour développer. Bon, on vous laisse les 20 minutes. Je voudrais d'abord dire, nous parlons de philosophie. Ça, personne ne peut me le contredire. Je vous parle de dictature culturelle. Je voulais dire ceci. Nous sommes pratiquement en train de faire, si nous sommes dans la philosophie, c'est de l'antiphilosophie. Qu'est-ce que ça veut dire? L'antiphilosophie, c'est lorsqu'on pense que, d'abord, le fait serait qu'on parle avec sagesse. On parle avec sagesse. Mais lorsque la sagesse doit provenir d'une seule personne, hein, surtout qui sera combattue, hein, vous voyez, c'est pas tellement ça. Il faudrait absolument qu'on apprenne les gens à philosopher. Maintenant, par la suite, on parlera de la philologie. La culture africaine, elle est pratiquement orale. Hein?
il y a l'oralité. Les gens écrivent. Pour qu'on accepte ce que les autres ont écrit, il faut qu'il y ait quelque part comme des gens qui vont se retrouver pour unanimement reconnaître ce que la personne a eu à écrire. Vous voyez? Et ensuite, ce qui me touche, pourquoi je suis rentré dans la philosophie? Mais c'est simple. J'ai lu, j'ai fait des recherches. Et quand je vois les Socrate, les Platon, les Voltaire, ils trouvaient que nous étions des imbéciles. Exact. Hein? Que nous n'étions pas intelligents. Exact. Hein? Mais est-ce que vous... Les Victor Hugo. Les Victor Hugo. Vous avez lu aussi, hein? Bien sûr. Vous étiez à l'école. Mais c'est pas possible. Mais quand vous suivez ça, et ensuite, il faut être... Je ne dis pas que tout le monde doit être mathématicien. Il faut avoir la logique. Hein? La logique mathématique. La logique mathématique. Hein? Voilà. De telle sorte que vous ne repassez pas, que vous comprenez que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelle est cette nécessité intellectuelle qui fasse que pendant 50 ans, 100 ans, que nous soyons là à reprendre les pensées de ces personnes qui ont existé à un certain moment? Il peut être avoir eu un diplôme quelque part, disons, d'une autre entité géographique, tout ça. Mais on ne peut pas le reconnaître aujourd'hui. Ah oui, on ne peut pas. On est libre de ne pas reconnaître ça aujourd'hui, de dire non, 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 ça ne vaut rien, ça ne vaut plus rien. Et comme je réfléchis, hein, je vous ai dit. Heureusement pour nous. Mais non, comme je réfléchis. Et ensuite, j'ai eu la chance, si j'étais encouragé par d'autres personnes, alors là, voilà, comme hein, on est là dans les rues, mais quand c'est des grandes personnes, soit les premiers ministres, hein, comme Séfa Sewangui par exemple, hein, mais quand vous causez avec Séfa Sewangui, ah bon, je suis grand prince, mais en politique, hein, il est plus que ça. Bien sûr. Et ensuite, quand vous voyez dans une fois, s'il y a une manifestation, vous voyez par exemple le général Degué, hein, il dit, c'est un écrivain, il m'apprécie. Vous voyez? Et tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde suit et que pour que nous puissions progresser, faire beaucoup de choses, il faut absolument que nous ayons l'éducation. Alors, il faut absolument que nous fassions de telle sorte que nous ne soyons pas surpris comme on l'est. Mais disons, la culture européenne est en train de s'effriter. Hein? Exact. Vous voyez? Décadence totale. Une décadence totale. Vous voyez? Et là, je ne vous le cache pas, le président de la France, quand on faisait des émissions à Top TV, je ne suis pas seulement super chercheur, je suis aussi un super analyste. Quand je parlais du président Macron, excusez-moi, j'ai dit non, c'est une personnalité, hein, il a une personnalité, mais il n'est pas un personnage de déception. Parce qu'à travers ce qu'il disait déjà, ça pouvait empirer le pire. Qu'est-ce qui se passe? On doit tout faire. Parce que moi, par exemple, personnellement, si on touche à la France, vous comprenez? C'est pas normal. Parce que les Africains, pour eux, c'est la France, nous avons une histoire. Hein? Voilà. Il faut que ça soit un pays paisible. Hein? Voilà. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Vous avez dit que, par exemple, si on touche à la France, vous êtes sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle. Bon, on ne va pas sortir, on ne va pas entrer dans le panafricanisme. Non, je voulais seulement dire... Et c'est une manière de mettre la France au-dessus de l'Afrique ou... Non, c'est pas mettre la France au-dessus de l'Afrique. Ah, oui. Nous parlons de nous maintenir ex-colonie. Je sais, non, pas de nous maintenir. Ah bah parce que Grand Prince, en tant qu'intellectuel, en tant qu'écrivain, en tant que philosophe, il est bien plus que ces philosophes de chez eux. Oui, je suis plus que Socrate, mais je ne suis pas plus que la France, par exemple. Je voulais dire seulement Vous connaissez vos limites. Oui. Il faut dire que même la République, à un moment donné, dans mon livre, je parle de l'humilité positive, l'humilité négative, tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, lorsque on est là, on conduit les destinées, par exemple, d'une nation comme celle-là, il faut absolument tout faire pour qu'on n'en arrive pas au pire. Et puis, je vous apprends une chose. Est-ce que vous savez que le grand prince... J'ai parlé au président à Donald Trump, j'ai parlé également au président Poutine. Super. Pour leur dire, 4 fois, j'ai fait des passages au niveau des médias, des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux. N'allez pas jusque-là, parce qu'il n'y a pas de justification éthique.
vous ne direz jamais dans 10 ans que nous avons fait ça, et derrière nous, il y a des destructions. Parce qu'eux, ils peuvent avoir des moyens pour construire, pour reconstruire. Oui. Mais il y a des pays qui ne pourront pas, qui seront détruits pour la vie. Voilà. Et ce sera difficilement à reconstruire. Très bien. Est-ce une façon comme une autre pour vous de nous dire que plus que jamais, maintenant, l'Afrique doit donner de la voix? Bon, mais le problème, c'est un peu ça. C'est comme disait Cheikh Anta Diop. Il voulait dire que les Africains doivent prouver qu'ils sont les meilleurs. Et oui, effectivement. S'ils ont du cran, ils peuvent oser. Voilà. En ce moment précis, par exemple, nous avons la possibilité, à mon avis, de penser. Et ensuite, nous devons mettre en amont, en éveil, la vérité culturelle africaine. Il faut une vraie connaissance. La connaissance de nos spécificités africaines. Voilà. On doit tenir compte des particularités, de nos réalités. Voilà, c'est un peu ça. Et encore, tout cela s'acquiert par ce que j'appelle une conditionnalité silencieuse. Mais je regarde même dans nos universités, excusez-moi, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes là-bas, des égos. Voilà, j'ai l'impression. Parce que quand vous voyez, par exemple, quelqu'un de l'université qui vient dire qu'il faut nommer, qu'il faut pas nommer, voter, par exemple, un recteur, quelque chose comme ça, c'est pas normal. Il y a, disons, des principes qui existent, sinon ce serait un peu de désordre. Et puis, quelque part, les gens doivent se retrouver pour parler des vrais problèmes, soit du système. Nous devons penser, parce que très souvent, la pensée n'est pas mise en exergue. Alors qu'on dit, je pense, donc je suis. Alors, là aussi, c'est un problème. Lorsqu'on dit, je pense, donc je suis. Mais il y a un problème. Or, l'Afrique ne pense pas. L'Afrique consomme seulement les pensées des autres. Voilà, mais c'est justement ça. Exact. Moi, en ce moment, je peux vous dire aujourd'hui sur le plateau, si on me donne, je ne dis pas des moyens, des grands moyens, un peu de moyens. Un peu de moyens. En un mois, je sors des livres qui vont durer, là, par exemple, un siècle, par exemple, comme le livre de la philologie. La philologie, là, je le garde depuis au moins 4 ans. Oui, la résonance du siècle. La résonance du siècle, la philologie. Et là, on met aspect et contenu philosophique aux visions version moderne. Oui, mais quand vous dites la philologie, quand vous dites la résonance du siècle, que devons-nous y comprendre? Mais comprendre qu'on parlera de ça au lieu de parler tout un siècle. On va oublier Socrate. On parlera de ça pendant tout le siècle. Et encore la philologie. Mais c'est la question que j'attendais. Ah non, mais on est à l'introduction. Vous aurez tout votre temps dans la deuxième partie. Parce que nous lisons aussi ça. Nous lisons là-bas aussi en bas de ce titre-là. L'essentiel, c'est d'exister. Mais l'essentiel, c'est d'exister. Mais nous n'existons pas. Lorsque nous prenons les pensées des autres. On croirait entendre notre parrain ici, notre patriarche, le professeur Théophile Obenga, qui dit l'essentiel, c'est l'essentiel. Allons à l'essentiel. Lorsqu'on touche le professeur... du début à la fin de l'émission, vous n'avez pas parlé du professeur. Non. Nous, on est bien obligé de glisser. Je voudrais bien le rencontrer. On va l'organiser. Les autres professeurs, je les ai rencontrés. Moi, je voudrais bien le voir parce que... On va l'organiser. Le message est arrivé. Vous avez en face de vous quand même son disciple quand même. Oui, c'est une icône, disons, africaine, voilà. Et tout. Et franchement, il y a des gens qui ont... Mais entre nous soit dit, puisqu'on est là, puisque c'est sorti en live là, vous aimeriez rencontrer le professeur Théophile Obenga. Pourquoi? On prend à témoin le monde entier et puis on va lui dire. Bon, vous voulez que... Mais vous êtes terrible. Mais je le dis jamais. Je veux rencontrer le... D'abord, c'est le professeur Théophile Obenga. Oui. Vous savez? Oui. Il fut un temps où j'allais à l'extérieur. Quand je partais à l'extérieur, je ne parlais pas seulement du professeur ou quoi. Quand on parle de son pays, on ne peut pas parler en mal, disons, des personnages qui sont dans votre pays. Sinon, vous tuez votre... Sinon, vous tuez votre propre pays. Vous tuez votre propre pays. Et puis ensuite, ce serait suicidaire. Ce serait suicidaire, c'est pas normal. Est-ce que vous voyez le grand prince être là à critiquer? Ah non. Même les vous êtes essentiellement culturel. Essentiellement culturel. Bien dit. Moi, je peux critiquer,
même les opposants. Au Oui, contraire. mais pour revenir au professeur Théophile Obenga, au très grand champion du panafricanisme, de l'égyptologie et de tout ça, vous voulez le voir pourquoi? Mais je veux il faut le voir. Une raison valable quand mais même. Il aura pourquoi. toujours quelque chose à dire. Mais vous savez, il y a un problème. On peut être grand prince. Oui. Hein? Je vais vous dire une chose. Regardez, nous avons une certaine différence, disons, au ministre Njomo. Hein? Ah oui. Hein? Lorsqu'il arrive, on se met au garde à vous. On se met au garde à vous. Hein? Mais quand il m'appelle grand prince, ça me donne du... Mais il y a de quoi avoir la chair de poule. Être appelé grand prince par... Non, c'est différent. Vous avez la chair de poule, moi ça m'encourage au contraire. Ah oui, la chair de poule, c'est plutôt le contraire. Donc, il y a de quoi tressaillir ou bien être se content. sentir pousser des ailes. Oui, pousser des ailes pour faire des efforts. Très bien. Oui, c'est un peu ça. Donc, maintenant, pour le professeur, disons, bon, si Obenga, on dit, pour qu'on puisse... Non, je vais terminer. Oui, hein? Pour le vous avez professeur... moi, je le cache, le jour que j'ai vu la décoration du professeur... Ah, mais c'est ça que ça commence à sortir. Vous étiez là. C'était au Palais des Congrès. Au Palais des Décoré Congrès. par le chef de l'État. Alors moi, décède lui-même. Je savais, j'ai oublié parce que je continuais à écrire ces ouvrages-là et tout. Mais franchement... Ce jour-là. C'était formidable. Hein? Qui n'a pas rêvé d'être un jour... hein? Voilà que le chef d'État le décore. Mais comment? Et là, franchement... pour moi, c'était formidable. C'était formidable. Ok, mais c'est déjà arrivé. Nous ferons des pieds et des mains pour que vous rencontriez comme ça le professeur et nous viendrons en même temps avec Jaurès et Combat et tout ça pour que caméra l'appui, que nous revenions avec votre entretien ici sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle pour nourrir les esprits des uns et des autres. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, nous devrions parler de nouvel ordre culturel et de philologie. Mais c'est clair que ce n'est que le décor qu'on a planté. Donc, on va certainement se dire que ça, ce n'est qu'une première partie. Mais nous avons 8 minutes ici, Grand Prince. S'il vous était donné de parler de donner une idée de la chose, donc d'introduire ce que vous viendrez dire dans la deuxième partie, en tout cas concernant cette affaire de nouvel ordre culturel et de philologie, s'il vous était donné 7 minutes, pour que vous disiez quelque chose aux téléspectateurs, que diriez-vous? Ça veut simplement dire que nous devons comprendre que nous avons perdu du temps. On a perdu du temps, que maintenant que les cultures occidentales, les théories occidentales commencent à perdre de l'aile, hein, et il faut absolument que nous mettions les nôtres sur orbite. Absolument, c'est important. Bon, il faudrait aussi que nous nous disons qu'on doit mettre la pensée avant toute chose. C'est-à-dire que tout n'est pas façonné, tout n'est pas dit, si la stratégie n'est pas façonnée dans l'esprit, alors on ne peut pas parvenir à la mettre en exécution. Il y a lieu aussi de croire qu'en matière de philosophie, voilà, tout n'a pas été découvert. Tout n'a pas été découvert. Tout n'a pas été découvert. Et il y en a qui pensent que la pensée philosophique, sinon la philosophie, c'est déjà clos. Non, tout n'a pas été découvert. Alors que nous aussi, nous pouvons être des philosophes. Mais là, c'est dans le cadre de la philologie. Là, c'est ça que vous appelez la philologie. Ah, d'accord. Bon, alors, on va creuser dans la deuxième partie. Allez-y. Tout n'a pas été découvert, qu'il existe encore des systèmes de pensée qui méritent d'être explorés. Hein? Alors, quand je dis des systèmes de pensée qui méritent d'être exposés, ça veut dire que nous pouvons créer aussi des concepts. Mais comment? Moi, j'en ai créé une 60aine. Vous êtes formidable. Hein? Non, vous m'appréciez beaucoup avant de voir avant de voir ce que j'ai fait. Donc, je cite quelques concepts. Non, mais on a de l'intuition. Il y a la philosophie positive, il y a la conviction collective, il y a la complexité rationnelle, il y a la relativité ontologique. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement l'existentialisme, je ne sais pas quoi. Il y a l'historisme des évidences, il y a l'éclectisme philosophique, il y a la philosophie culturelle. Ça veut dire que chaque entité, chaque continent, chaque domaine géographique, tout ça... Mais Grand Prince, vous êtes un savant. Bon, je suis en voie de l'être. Bon, ensuite, le tolérantisme philosophique, la vérité-contradiction. À titre d'exemple, je définis un peu, c'est dans mon livre, le
tolérantisme philosophique peut donc s'interpréter comme étant une doctrine tendant à privilégier la tolérance dans la pratique philosophique. Cela donne libre cours à quiconque de s'interroger sur les questions instantes qui surgissent dans la vie de manière à contribuer au bien-être des gens à travers l'éducation et la moralisation. Nous aimons ça. Et vous voyez que l'éducation revient. Une pluralité des réflexions propositionnelles peut concourir à garantir dans une certaine mesure la richesse d'un message. Bon, voilà. Donc, en dehors, par exemple, de cela, je voulais dire ceci. Il sera question de se poser un certain nombre de questions. Les questions sont les suivantes. Comment faire pour générer et pérenniser la pensée libre, hein? Alors, deuxièmement, comment surmonter les clivages philosophiques qui se dressent en toutes circonstances? Il y a des clivages. Voilà. Vous êtes des philosophes et tout, mais vous devez vous entendre, vous devez avoir des points d'accord. Entendez-vous? Voilà. Sinon, ça ne peut pas marcher. Sinon, chacun tire le drap de son côté. Voilà. Pourquoi tolérons-nous de l'antiphilosophie qui ne peut servir la cause africaine? L'antiphilosophie, c'est quoi? Lorsque la pensée devient dogmatique, lorsque la pensée n'est plus évolutive. Hein? Lorsqu'on nous oblige à nous y conformer. Mais voilà. Mais il a fallu que... Et à y rester. Voilà. Il faut que j'arrive pour voir ce genre de choses. Notre philosophie est devenue contradictionnelle, je l'ai dit, à sa norme conditionnelle. L'antiphilosophie, c'est lorsque vous pensez que... vous pensez avec sagesse. Si chacun pense avec sagesse. Je donne un exemple. Si on parle, par exemple, de la conscience républicaine, hein? Mais chacun peut la définir comme il veut. Hein? Voilà. Mais lorsqu'on amène la dose critique, hein? La dose critique, et c'est là où on parle de la philologie. Comment rendre fonctionnelle la philosophie africaine? Voilà. La philosophie africaine, ça se trouve dans le livre. Comment la rendre fonctionnelle, hein? Alors, comment réinventer la culture africaine? Ça aussi, ça se trouve dans le livre. L'évolution de la pensée, j'en ai parlé. Cela ne devrait pas subir un déficit de génération. Ça veut dire que dans la deuxième partie de cette émission, quand nous viendrons, maintenant que nous avons planté le décor de très bonne manière, quand nous viendrons dans la deuxième partie, ce sera là où vous allez nous définir ce concept-là. De philologie. De philologie et de tout ce qui est dedans, pour que nous en voyions les rouages, comment ça marche, et que nous cherchions à nous y arrimer, pour que nous essayions aussi de devenir grand prince Makita Ngelolo à notre manière. Je vous dirais une chose, si les gens ne savent pas, pour parler rapidement de philologie, dans les années... 2000, une idée de la philologie, oui, dans les années 1986. 1986, on parlait de la philologie. Ah. Qu'est-ce qui fait la force du Grand Prince? Je suis quelqu'un qui note depuis les années 80. Je ne fais que noter. Voilà, je prends des notes, vous voyez. Et là, je vous assure, j'étais en contact avec le professeur Zachary Boao, qui connaît parfaitement. C'est ça, ils viendront parler de ça. Et même le professeur Théophile Obeka. Voilà. Et à l'époque, ça s'enseignait. Bon, maintenant, il y a une chose, il y a des définitions qui ont été données. Voilà, l'étude de grammaire, l'étude de grammaire, et puis des langues. Il reste une minute, oui. Voilà. Mais il faut également se dire qu'il faut faire des analyses. Très bien. Vous allez creuser vous allez nous exposer tout ça en long et en large dans la deuxième partie. Voilà. Mais si vous étiez donné 30 secondes pour nous définir, parce que à l'école, on nous dit ça, philosophie, amour de la sagesse, mais philologie. C'est quoi en deux mots? Mais en deux mots, ça veut dire que c'est une philosophie dans laquelle il faut intégrer l'esprit critique. C'est-à-dire que vous avez un sujet, mais vous essayez de l'interpréter selon votre manière de voir. Donc, dans vos convictions. Voilà, donc quoi, chacun peut se mouvoir en toute liberté. Voilà. Très bien. La pratique philosophique africaine connaît dans une large mesure une évolution, somme toute, mitigée. De ce point de vue, il apparaît clairement de différenciations explicatives pour les tenants de cette discipline. Contrairement à celles qui sont scientifiques, où il est question pour l'intéressé de ressortir les réponses triviales exactes, le philosophe fait intervenir la raison humaine dans une logique privilégiant les pensées des anciens auteurs. Essentiellement, il sera question de repenser la pensée africaine en lui revitalisant un contenu plus adapté
adaptable aux défis et aux enjeux du moment. L'universalité philosophique possède une valeur descriptive au plan historique, si son contenu référentiel referme un prisme à juste titre de plus en plus large. Pour son développement optimal, il faut rendre la philosophie africaine compatible au contexte sociologique. La réflexion philologique présume donc l'émergence d'une version moderne, aux fins de générer la relecture historique et culturelle de l'Afrique. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.